Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Content de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Nous revenons sur un sujet qui nous est assez cher, la méditation, solution à nos problèmes. Et pour mieux nous éclairer, nous sommes avec le professeur Hermaniek Lipote. Bonsoir professeur. Bonsoir Georgette Mbomé. De quoi il est vraiment question ce soir? Alors, on avait promis la fois dernière qu'on va parler du karma collectif et la réincarnation. C'est ce qu'on essaye de faire ce soir, ou bien c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. D'accord. Parce que chose promise, chose due. Oui. Voilà. Et à la deuxième partie, on va parler de l'alimentation spirituelle pour que les gens comprennent à quoi est dû nos problèmes. Parce que notre façon de prendre des décisions, et parmi lesquelles la manière de manger, c'est très intéressant d'en débattre ou bien alors d'y porter une attention particulière, de réfléchir sur cela. Voilà. D'accord. Vous aurez vos rubriques habituelles, la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Si vous êtes bien installé, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 67. Karma collectif et réincarnation. Au cours de cette édition, abordons la question du karma sous un autre angle, pour parler du karma collectif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, à titre de rappel, redéfinissons une fois de plus, le karma. C'est la loi de l'action, l'une des lois de la nature la plus importante. Elle est d'autant plus importante pour l'homme, au point où aucune autre loi de la nature n'est au-dessus d'elle. Tout tourne autour de l'évolution spirituelle de l'homme. Elle est du mécanisme vibratoire qui régule l'évolution de son existence terrestre par exemple, et même de ses vies successives. Rien ne se passe sans elle. Dans son mode vibratoire, elle se manifeste dans le fond, sous forme de mécanisme de loi de la causalité. Ainsi, la loi du karma est une loi de cause à effet relativement simple à comprendre. Dernièrement, nous avons dit qu'elle est de l'adage « on ne récolte que ce que l'on a semé ». Pour s'intéresser à une telle doctrine, il faut y croire. Pourtant ne pas y croire ne change rien sur la nature intrinsèque de ladite loi. Toutefois, croire ou ne pas croire en Dieu par exemple, cela ne change rien sur la nature de ce qu'est ce phénomène énigmatique, une entité cosmique de lumière et de pureté. Mais s'il est prouvé que nous émanons de celle-ci, et que, convaincus que le plus important de notre existence obéit à ceci, qu'on peut taxer d'indescriptible, alors, nos efforts existentiels doivent consister à ce que nous puissions vibrer au même diapason. Nous en devons le côté énigmatique de notre existence en général, et de notre vie en particulier. Ce n'est que de cette manière que nous parviendrons à la maîtrise de notre place dans l'univers, jusqu'à appréhender notre mission. La connaissance de la loi de cause à effet permet d'être à même de mieux maîtriser la loi qui régit le bien et le mal. Une telle connaissance fait preuve que métaphysiquement parlant, la personne qui en fait attention, le fait, parce qu'elle sait assez de choses sur la causalité. Le bien et le mal est donc une notion qui existe depuis la nuit des temps. Eu égard de ce que prônent très souvent des moralistes, et étant donné qu'il s'agisse d'une approche qui se parle partout, et que, même le commun des mortels sait que, le bien apporte le bien, le mal entraîne le mal, semble-t-il, ceci confirme que tout le monde en sait quelque chose. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à sauvegarder la moralité et toutes les vertus y afférentes, tant en famille que dans notre société? Alors, on dirait que nous préférons sombrer dans l'inconscient, dans l'insouciant, très souvent contre nous-mêmes. À ce stade, voyons ce qu'est le karma individuel, familial, dont nous parlons tant depuis là, par rapport au karma collectif. Le karma individuel se joue sur nos actes personnels et impersonnels, bons ou mauvais tels qu'ils sont diligentés. Pendant ce temps, le karma familial est tout ce qui lie les membres d'une même famille de par leurs actes positifs ou négatifs. Pourtant, le karma collectif est ce qui concerne un groupe de personnes, appelées à subir la même réponse vibratoire vis-à-vis de leurs actes. Dès lors, il en sort une théorie réclamant qu'il faut punir le mal et encourager le bien, ceci faisant partie de la causalité. La causalité trouve ici une explication simple, telle cause, tel effet. D'aucuns classent ceci comme étant une loi universelle régissant l'univers dans le sens de la création fonctionnant en installation, transformation, extinction.
La doctrine de la causalité fait partie d'une étude fondamentale qui explique les relations interdépendantes de tous les phénomènes du monde. Résultat, le karma est une importante loi cosmique, de la récolte de ce qu'on a semé, seul ou en groupe, avec des répercussions, pour ou contre. Le karma génère des faits occultant des lois multidimensionnelles, à savoir, la création, la connexion avec les forces divines, l'humilité, la croissance, la responsabilité, la concentration, etc. Tout relève de la somme des acquis positifs et négatifs au fil de nos vies antérieures. Professeur Herman Yeglipot, karma collectif et réincarnation. Alors, nous avons parlé de karma, et puis nous parlons de la réincarnation. Et à un moment donné, les gens attendent toujours qu'on les explique davantage les choses. Oui. Et nous essayons de faire tant bien que mal ce que nous faisons comme ça, parce que nous pensons que ça ne s'explique pas du coup ou d'un trait au point à ce que tout le monde comprenne. Et surtout que les émissions se suivent, d'aucuns sont là aujourd'hui, demain ne le sont pas. Oui. Donc alors karma d'abord c'est des actes. Karma veut dire action, pour faire simple. Cette action ou ces actes-là peuvent être posés par nous. Oui. Nous en tant qu'individus et nous en tant que groupe d'individus. Prenons un exemple pour ce qui est de nous en tant qu'individus. On se lève le matin, on prend la décision de prendre un bon petit déjeuner très copieux, parce que hier, on a eu un peu d'argent. Et on s'est dit, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je n'ai pas eu de salaire, du moins d'argent. Ça, c'est pas un salarié en fait. Bon, et là, je vais mettre quelque chose dans mon ventre parce que ce qu'on met dans le ventre, c'est ce qu'on meurt avec, comme disent certaines personnes. Alors, on mange 4 fois plus qu'on est d'habitude de manger parce qu'on a aussi gagné gros. Oui, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous mettez dans copieux? Et dans copieux, ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude d'en manger et de manger même des choses pareilles. C'est-à-dire Voilà. C'est-à-dire, vous ne mangez pas des œufs tout le temps, œufs non fécondés, spaghettis, sardines ou boire des conserves du genre, tout ce qu'on peut avoir comme, disons, hamburger, tout ça, la sandwich et tout. Vous en prenez tellement, vous buvez une boisson sucrée, une boisson chaude en même temps, et tout cela, se disant que vous vous vengez de ce qui vous manque souvent, d'avoir l'occasion de manger ces choses qui vous fascinent. Alors, maintenant, vous attrapez une indigestion. Vous vous retrouvez comme quelqu'un qui a été empoisonné et directement hospitalisé. Vous avez posé un acte dont la réponse est négative. Et là, c'est un acte karmique. Pardon, un peu de cafard dans ma gorge, je m'en excuse. Là, c'est un acte karmique qui, en quelque sorte, aurait dû être évité. Puisque depuis toujours, ça ne se mange pas comme ça et ça ne tombe pas malade de la même manière. Alors, ça veut dire donc que des décisions que nous prenons peuvent être positives ou négatives, et cela encoulerait d'elle un karma. Alors, il n'y a pas que le karma, les choses qui se sont passées, et il y a aussi des karmas, les choses qui se passent au présent, parce que d'une ère à une autre, on est en train de fonctionner avec un karma, soit un mauvais karma, soit un bon karma. Vous pouvez avoir un accrochage avec un supérieur, c'est-à-dire hiérarchique, dans votre travail, et vous ne vous saisissez pas. Vous dites, je profite pour lui dire la vérité. Alors, comme ça, c'est un acte que tu es en train de poser. Mais est-ce que tu lui dis la vérité comme quelqu'un qui ne veut plus travailler dans cette entreprise, ou tu lui dis la vérité comme quelqu'un qui a la leçon à donner à son supérieur hiérarchique? Je ne crois pas. Alors donc, ça c'est individuel. Maintenant, il y a des actes collectifs. Les actes collectifs, c'est la famille, par exemple, qui a une manière de vivre.
Tous sont des buveurs de solar et tout. Tous mangent n'importe quoi. Personne dedans n'a du répit, en ce que du recul par rapport à ce qu'il faut consommer. Tous sont bavards n'importe quoi. Hein, ils disent n'importe quoi aux gens dans une arrogance incompréhensible. Oui. Alors, cette famille-là est karmiquement touchée par une réponse de rejet, de marginalisation. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui a peur ou qui n'a pas envie de les rencontrer. Et là, comme ça crée dans le futur présent, le futur lointain, plein de difficultés par rapport aux membres de cette famille qui seront comme une récolte de ce qu'on a sémé aujourd'hui, plus tard. D'accord. Bon, maintenant, le karma collectif, c'est le karma qui peut aller dans le sens des décisions, même sur le plan mondial, des gouvernements, des politiques, de tout ce qui peut être pris comme décision à l'encontre d'une population donnée ou à l'encontre de ce qu'on peut avoir comme pouvoir régalien, sans qu'on ne se pose la question que, bon, écoute, ces décisions, est-ce qu'il faut bien les prendre ou bien alors il ne faut pas les prendre? Je parle ici du karma négatif. Oui. Parce que le karma positif, on en parle moins, je le dis souvent. Pourquoi? Parce que les bonnes choses ne font pas mal. C'est les mauvaises choses qui sont à déplorer. Oui. Voilà. Mais professeur, est-ce qu'on peut se libérer d'un karma collectif? Bon, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, on dit souvent que chaque État a le chef d'État qu'il mérite. Alors, prenons par exemple les Européens. Ce n'est pas des poltrons comme les Africains, parce qu'ils mangent de moins en moins certains aliments qui les rend moraux. Parce qu'une certaine alimentation peut faire à ce que tu sois moral, que tu sois calme, hein, Oui. et tu sois compréhensif. Bon, maintenant quand quelqu'un mange des mets usinés, rien que des produits usinés, c'est-à-dire, comment on peut appeler ça, des produits artificiels, hein, l'alimentation artificielle, qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de son organisme, ça, les besoins diététiques de l'organisme. Alors, il peut s'avérer que son raisonnement, son mode de vie concourt à des prises de décisions hautement dangereuses. Alors, nous pouvons donc comprendre pourquoi aujourd'hui, dans le monde, à l'heure actuelle, il y a deux blocs. Les blocs qui sont des donneurs de leçons, des blocs qui ont des normes, Oui. des normes politiques, des normes géopolitiques, des normes économiques, des normes de tout genre, c'est-à-dire qu'il faut faire comme ils pensent pour mieux faire. D'accord. Et alors donc, là, on a un karma collectif qui peut naître de ce genre-là, entraîner le monde entier dans la dérive. Bon, mais maintenant, cette dérive, en fait, va encore beaucoup plus concerner ceux qui ont une réponse karmique à subir, c'est-à-dire qui ont la même réponse karmique, ça veut dire que dont le karma collectivement répond aux mêmes vibrations. Bon, par exemple, il peut arriver qu'à un moment donné, le pays se met en guerre, on se met à tuer les gens. Oui. Et tous les gens qu'on tue sont des gens qui devraient être tués, qui peut-être partent, bon, pas peut-être, analogiquement, partent d'un coin du monde et se retrouvent à ce coin du monde-là, ayant commis des erreurs ou ayant fonctionné d'une manière à payer de leurs actes, et se retrouvent dans un pays, comme rassemblés dans ces pays, à mourir d'une guerre
qu'on ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Ou alors, ça peut se retrouver ça peut se passer comme dans le cas des transports, si nous parlons toujours de karma collectif, où vous êtes à une agence, Oui. hein, la voiture charge plus de 100 personnes, et les 100 personnes ne vont pas arriver à destination. Tous ayant la même réponse karmique se retrouvent dans l'accident mort. Oui. Ou à défaut, il y en a dedans dont la réponse karmique était de vivre une expérience qui ne vont pas en mourir. Voilà. D'accord. Mais professeur, que dire de ces familles où personne ne réussit, où on ne rencontre qu'échec, où les femmes ne vont pas en mariage, les hommes ne trouvent pas de travail, à 40 ans, à 50 ans, on est toujours dans la maison familiale. C'est toujours un karma collectif. Est-ce que c'est dû? Je voudrais qu'on parle un peu de la place des ancêtres. C'est-à-dire, si on avait eu un ancêtre qui était sorcier, qui était méchant, est-ce que ces enfants répondraient tous à un karma collectif? J'ai parlé du karma familial. D'accord. Dans le cas d'espèce, c'est un karma familial qui part des parents, nous, des arrière-grands-parents à nous. Donc, les réponses karmiques actuelles nous interpellent, non pour dire nous n'avons pas du travail, on nous a envoûtés, hein, il faut aller voir les féticheurs et tout. Bien sûr, il faut voir les féticheurs, mais il faut voir les bons féticheurs, ceux qui vont vous rappeler que vous avez un problème karmique, hein, que la famille a une dette karmique à payer. Parce que je ne cite pas la Bible souvent par hasard. Allez-y. Je dis souvent que tout ce que nous faisons aujourd'hui, hein, les 10 commandements le disent, hein, Oui. peuvent nous revenir jusqu'à la 7e génération. Alors, mais la 7e génération, c'est qui est dans ça? Parce que d'aucuns posent la question souvent de savoir, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose de pas bien parce que c'est ton père, toi tu payes. Ah mais non, mais c'est toi qui payes. Ce n'est pas quelqu'un. Tu étais peut-être l'ancêtre. Aujourd'hui, tu nais le fils de celui que toi tu vas enfanter, ou alors l'arrière-fils, hein, ainsi de suite. Bon, donc tu es revenu dans la même lignée pour payer d'abord de tes dettes, parce que qui crache en l'air, qu'il attende à ce que ça tombe sur son visage. Alors donc, là, nous sommes dans le karma collectif, mais arrangé dans la lignée familiale. Et ce karma-là, on peut résoudre certains problèmes de ça en essayant de faire des lavages occultes et tout, mais pas tous les problèmes. Parce que les lavages ou les prières trouvent leurs limites sur la densité vibratoire de ce qu'on a posé comme acte, hein, et soit à une période de sa vie, puisque les vies sont successives, qu'on ignore, soit au cours de sa vie. Parce que, par exemple, ne me dis pas que si une femme avorte, parce qu'elle veut le gros diplôme, pour avoir un bon poste de travail, et qu'à un certain âge, elle se met à se battre pour avoir l'enfant. Alors, il y a un problème. Il y a d'abord un problème qu'elle veut l'enfant maintenant. Pourquoi? Pourquoi elle n'avait pas voulu l'enfant avant? Quelle est la valeur du diplôme par rapport à l'enfant? Quelle est la valeur d'un papier où, en fait, ce papier, au moment où tu avortes, tu es déjà un tricheur. Oui. Bon, et puis dans ta tricherie, hein, tu triches aussi pour avoir le papier. Hein? Et quand tu as ces papiers, tu attends avoir un bon travail. Un bon travail veut dire avoir un bon salaire, quand bien même tu n'as pas, peut-être tu mérites ces salaires-là, mais peut-être que ton rendement n'est pas par rapport à ces salaires, parce qu'il y a toujours des couloirs. Et toujours, les gens qui sont habitués à ce genre de vie ont toujours des couloirs. Alors, maintenant, tu seras puni par rapport à quelque chose. Et cette punition,
tu ne te poses pas la question que qu'est-ce que la nature me punit, parce que les lois de la nature sont incorruptibles. Oui. Alors, tu es là pour le maraboutisme, tu es là pour incriminer les gens, tu es là pour voir la jalousie, tu es là pour voir d'autres gens se mêler de ta vie, alors que tu n'en sais pas grand-chose. Puisque tu devrais te poser la question, est-ce que tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est à cause de ça que je suis comme je suis là maintenant? De un. De deux, tu peux perdre ton argent à aller à l'école, alors que ce n'est pas là. Tu devais investir cet argent à autre chose. Donc tu as pris une mauvaise décision. Oui. Ou alors tes parents ont pris une mauvaise décision. Dans la compétition qui existe dans le monde aujourd'hui, mes enfants ont eu tous la licence, d'autres sont docteurs en ceci, médecins en cela, machin et tout. Ils sont en Europe, ils sont partout dans le monde. Ça donne une petite arrogance de quoi dire j'ai réussi dans la vie. Mais attends, mais tes enfants peuvent avoir une réponse karmique négative par rapport à du fait que on te laisse monter pour bien chuter. On te permet, parce que c'est comme quelqu'un qui a le fusil et qui part à la chasse et qui tire sur un singe qui commence à courir vers le haut, comme pour dire que peut-être il fuit le fusil, alors que c'est la balle qui l'est projetée pour bien tomber. Alors, donc, il y a des gens, ils sont contents, mes enfants sont ceci, sont cela. Il n'a aucune moralité lui-même dans sa vie. Et comment il a pu transmettre une certaine moralité dans la vie de ses enfants? Bon, on a connu des familles où les gens sont en compétition. C'est-à-dire, tu as ton frère, Oui. il a sa petite famille, toi aussi tu as ta petite famille. Bon, mais le maraboutisme, la sorcellerie, l'envoûtement, la magie noire s'entremêlent au point où tu veux que tes enfants aient le plus de diplômes que les enfants de ton frère, qu'ils soient mieux lotis dans la société et tout, que tes frères, mais du point de vue matériel. Mais moralement, spirituellement, qu'est-ce que tu les as enseignés? Rien du tout. Au point où quand ils atteignent un certain âge, même toi-même, ils ne respectent plus. C'est-à-dire, tu ne te retrouves plus. Voilà. Chaque incident important dans notre vie est-il dû au karma ou à des circonstances particulières, professeur? Il n'y a pas de circonstances particulières. Comment ça? Il y a que quelqu'un ne ramasse pas quelque chose, ne reçoit pas quelque chose qui ne l'appartient pas. Si tu forces à obtenir quelque chose qui ne t'appartient pas, ça reviendra au propriétaire de gré ou de force. Que tu fasses quoi, ça reviendra au propriétaire. Bon, moi je dis ça, je politise un peu l'émission parfois, parce qu'une émission éthique voudrait qu'on aille dans tous les sens. D'accord. Alors, ce qui appartient à l'Afrique reviendra à l'Afrique. Les Européens, l'Occident va se battre. À un moment donné, ils vont sombrer. Parce qu'il n'y a pas qu'une civilisation qui est sombrée, ayant eu l'hégémonie. Oui. Les Atlantéens ont sombré, les Numériens ont sombré. Ce n'est pas les Occidentaux, le genre d'Occidentaux qu'on a là maintenant, la race aryenne qui gère le monde. Ce n'est pas eux qui ne vont pas sombrer. Donc on ne prend jamais la chose qui ne t'appartient pas. En ça, on dit Bankarabiman son angegra, c'est-à-dire même une fourmi, les fourmis qui font les termites, là, les termitières, quoi. Oui. Alors, ont parfois des petits bouts de terre pour aller construire leurs termites. Bon, alors, ne pense pas que tu peux les empêcher de faire leur édifice. Non. Tu fais quoi, finiront par monter les termitières. D'accord. Voilà. On va passer à la deuxième partie de la chronique. À tout de suite. La mystique de l'alimentation et la spiritualité. L'initiation à l'alimentation spirituelle.
Notre approche de l'alimentation est métaphysique parce qu'elle s'intéresse de son aspect spirituel. Depuis, nous essayons de mettre en exergue la connaissance d'un phénomène qui a été jusqu'ici banalisé. Pour l'ensemble de la population, l'importance de l'alimentation n'a qu'un sens superficiel. En vérité, seul un savoir mystique qui importe plus vis-à-vis de multiples systèmes alimentaires qui existent. Cela consiste de chercher à maîtriser l'essence divine que cache chaque aliment. C'est ce qui va permettre de comprendre le véritable pourquoi mangeons-nous. Pour vivre, il faut que nous puissions entretenir l'énergie de vie reçue à la naissance, ce que d'aucuns appellent force vitale ou source de vie. Si celle-ci vous quitte, la mort va s'en suivre. Manger est donc ce carburant qui va faire tourner le moteur de vie en nous. Nous y revenons pour faire comprendre que l'approche métaphysique de l'alimentation s'occupe plus de la double dimension des aliments. D'une telle approche, nous cherchons à faire comprendre que trois types d'aliments, air, eau et nutriments, dont nous exposions les bienfaits depuis le début de ce thème, la mystique de l'alimentation et la spiritualité, ont un sens explicatif profond. À en parler est une réelle contribution qui consiste à faire ou à susciter à tous ceux qui nous suivent une sorte de curiosité vis-à-vis des connaissances qui régissent la question de l'alimentation et particulièrement son côté occulte. Il s'agit d'une information qui se doit être une formation concernant l'art de se nourrir. Un art alimentaire tout distinct, au-delà de toute limitation que connaissent les cours de diététique ou de nutritionnisme, dans lesquels tout laisse à désirer parce que ne se traduisant en aucune étude sur le sens divin qui se cache dans chaque aliment, permettant de découvrir leur côté spirituel. Le devoir d'un initié est de sortir l'alimentation de ses jouettes occultes particulières, puisqu'il s'agit là d'un phénomène de vie incomprise jusqu'ici. Du commun des mortels, certaines personnes finiront par savoir que l'homme est un être physique, psychique et spirituel, et que ses relations avec le monde supérieur relèvent de la science spirituelle. Une science d'initiation qui doit être mise à la disposition de tous ceux qui le désirent. Savoir que l'alimentation a une signification de haute dimension. À cet effet, son importance n'est donc pas comprise par ceux qui sont du domaine de la science classique. Toutefois, les connaissances livresques proposées dans vos universités et autres ne parviennent finalement pas à percer le mystère de l'alimentation en tant qu'un phénomène occulté à double dimension. En d'autres termes, l'alimentation ne saurait être une question de recettes culinaires publiées dans les livres, dont le but serait la commercialisation d'un ensemble d'ingrédients bon marché. Car derrière un tel choix d'enseignement diététique se génèrent des repas aux effets toxiques, mutagènes, devant muter les chromosomes, ou génotoxiques, c'est-à-dire sous l'influence de ce produit, aliments, boissons ou médicaments, ceci pouvant provoquer des mutations génétiques, cancérogènes, neurotoxiques ou tératogènes, dont l'action sur l'embryon peut produire de monstres au cours d'une grossesse, etc. Le but de ces énonciations n'est non plus le fait d'aller vers des connaissances concernant la physiologie de l'alimentation et la chimie des produits alimentaires, mais d'établir le rapport entre la manière de manger et votre évolution spirituelle. Parce que nous déplorons qu'en aucune fois l'école classique ait eu à s'intéresser à le fait de faire des cours orientés pour une compréhension nouvelle de la physiologie occulte de la digestion. L'homme ayant perdu son instinct pour mieux vivre, il s'avère nécessaire qu'il soit mis à la portée de tous des cours initiatiques d'alimentation spirituelle pour que l'on puisse véritablement manger pour vivre et non vivre pour manger. Professeur Herman Yaglipot, quel est le rapport entre l'évolution spirituelle et la nourriture? Alors, c'est ce qu'on essaie d'expliquer que si les gens mangeaient
c'est qu'ils sont nés pour manger. L'évolution spirituelle chez l'homme était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que du règne animal, il n'y a que l'homme qui ne mange pas comme la nature veut. Les félins, le lion, la panthère et tout, Oui. mangent selon les lois de la nature. D'accord. La nature veut que l'homme mange comment? Peut-être on ne sait pas, on est ignorant. Oui, la nature veut que l'homme mange le produit du sol, c'est-à-dire la mère de l'homme. La mamelle nourricière de l'homme, oui. c'est la mère terre. Parce que, en fait, pas seulement l'homme. Tout ce qui est sur la planète Terre doit être nourri par la terre. Les roches grandissent, naissent, grandissent et meurent. Les arbres naissent, grandissent et meurent. Les animaux naissent, grandissent et meurent. Et là, ça fait 3 groupes, comme pour dire 3 mondes. Le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Alors, tous les 3 groupes-là se nourrissent et devraient se nourrir essentiellement de la terre. Parce que les rochers ne meurent pas d'une mort précoce. Parce que les rochers qui meurent d'une mort précoce, je veux dire, ne sont pas bien alimentés par la terre. De même, les arbres qui finissent par mourir d'une mort précoce n'ont pas une bonne nappe d'eau les permettant de s'épanouir, de fleurir et d'évoluer normalement. Alors, toutefois, l'homme aussi, les animaux, c'est-à-dire les animaux avec petit a et les animaux avec grand A, nous, parce qu'il y a les bêtes d'un côté qui sont des animaux. Quand on était dans la brousse, les panthères nous mangeaient comme elles mangeaient les autres bêtes. Alors, donc, nous sommes peut-être orgueilleux aujourd'hui parce que nous avons fait évoluer la société, nous avons matérialisé la vie, on a rendu l'univers ce qu'elle a voulu de nous, c'est-à-dire la créativité, mais malheureusement, la créativité n'allant pas dans le sens à vouloir faire évoluer l'homme, mais plutôt à vouloir faire évoluer l'environnement de l'homme. Par exemple, le développement d'un pays n'a rien à voir avec le développement spirituel ou bien même physique, santé et tout, des individus qui sont dans ces pays. Bon, la vantardise, la vanité et tout, fait dire souvent que l'espérance de vie des Occidentaux est meilleure et tout, mais artificiellement meilleure. C'est-à-dire que tu vis dans des cancers pas possibles, tu les entretiens pendant 40 ans, mais tu ne vis pas. C'est quoi vivre dans le cancer? C'est-à-dire que tu as le cancer dans le cerveau, tu as le cancer dans tes viscères et tout. Dû à l'alimentation? Mais le cancer commence même par le mode de vie, c'est-à-dire que ton cerveau est attaqué par un cancer. Tu ne réfléchis pas comme une personne, parce que réfléchir, je dis et je répète ça, réfléchir c'est d'aller vers un raisonnement. Raisonner, c'est la recherche de la raison. La raison entraîne à découvrir la vérité. Et la vérité conduit à l'absolu, et l'absolu est Dieu. Alors, une personne qui ne réfléchit pas, mange n'importe quoi, usine son pays, industrialise son environnement et tout, et puis s'habille n'importe comment, vit n'importe comment. Alors la saison vient, les canicules sont là, allez, il dit grippe saisonnière. Alors que c'est les canicules, ils bagarrent contre la nature. L'hiver vient, il dit il faut le chauffage. Alors, est-ce qu'il est obligé de vivre dans un environnement où il n'arrive pas à le maîtriser? Bon, est-ce que les animaux qui vivent dans cet environnement, les ours et tout, ont le chauffage? Mais non, parce que c'est des animaux qui vivent
en respectant les lois de la nature. Bon, les ours n'ont pas besoin de chauffage. Hein, même les primates. Oui. Hein, il y a les singes des pays du Nord qui sont quasiment, qui n'ont pas la même couleur que les singes des pays du Sud. Alors, mais vivent, n'ont pas besoin de la protection de l'homme. L'homme a besoin de la protection de l'homme. Mais quel homme qui protège quel homme? L'homme qui ne raisonne pas, c'est celui-là qui protège le monde entier. Est-ce que les armes protègent les gens? Si vous partez quelque part, vous voyez quelqu'un avec une arme, il faut comprendre qu'il a peur. C'est un peureux. Par exemple, quand on se balade dans les villages la nuit, bon, tu sais qu'il y a les serpents, il y a les animaux sauvages. Je parlais même, moi je parle parce que dans mes 70 ans, nous on a marché, quand il y avait des serpents, il y avait même des lions. Mais tu te dis que tu dois arriver là où tu vas. Oui. Qu'est-ce que tu utilises comme force? C'est la force mystique qui est en toi. Ce n'est pas l'arme, ce n'est pas le couteau, ce n'est pas la machette, ce n'est pas, c'est pas moi, le bâton. Mais tu pars d'un point à l'autre, au point où quand tu arrives à la maison, on se pose la question, on te dit, toi là, tu as du cœur. Hein? Comment tu as pu franchir l'obscurité et tout ça pour arriver jusqu'ici à plusieurs, sur plusieurs kilomètres et à pareille heure. Alors, donc, c'est ça les hommes forts. Les hommes forts ne sont pas si comme les armes, les missiles et tout. Ah, mais non. Sinon, ça entraîne alors une compétition. Oui. Hein? Où on dit, bon, ok, si c'est que vous voulez avoir les armes, nous aussi. Alors, finalement, on construit quel monde? Voilà. Ça veut dire quoi? Il fallait être mystique pour affronter la nature. Mais la nature est mystique. L'être humain également est mystique. Oui, et ces respirer. personnes qui ne savent même pas qu'ils ont ce côté mystique en eux, qui ne savent même pas réveiller ce côté. Mais respirer, c'est mystique. On ne peut pas dire mystique, veut dire mystère. S'il fallait l'expliquer comme ça. Mais on n'explique pas pourquoi nous respirons. Nous ne savons pas pourquoi nous respirons. On sait seulement qu'on respire. Alors c'est mystique. Penser, c'est mystique. Hein? Mais Oui. il faut dire que avant, les parents aimaient bien ça. C'est-à-dire, on attend 20 heures pour t'envoyer dans le village voisin. Question de jouer sur ta peur. Question de faire de toi un homme. Mais aujourd'hui, on ne remarque plus cela. On est trop protecteur, on ne veut pas que l'enfant sorte de la maison à plus de 19 heures. On ne veut pas qu'il se lave de la pluie. On ne veut même pas qu'il se lave de la pluie. Oui, pourtant, Pendant la saison de pluie, tu as attrapé froid. On dit des choses qui se disent ailleurs. Hein? Surtout nous, les Africains, on est foutus. On est foutus. mais je reviens sur ma question, professeur. Oui. Comment réveiller le côté mystique qui sommeille en nous? Mais c'est ça que nous faisons à travers cette émission. C'est-à-dire ceux qui nous suivent. Oui. Hein? Ils savent que nous prétendons, parce que moi, je ne sais pas si ce que je dis est pris de l'autre côté, comment ça dire, de l'autre côté de l'écran, donc des gens devant leur petit écran, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon. Oui. Donc, ils savent que nous prétendons qu'il y a une force, nous prétendons qu'il y a quelque chose d'autre à faire que ce qui se passe là maintenant, ce qu'ils font là maintenant. Oui. Hein? Mais ce qu'ils font là maintenant ne se faisait pas avant. D'accord. Alors, donc, les gens disent votre époque, surtout lorsque tu as un petit l'âge un peu avancé, on dit votre époque. Mais celui qui te dit votre époque, mais tu vis son époque. C'est-à-dire, par exemple, dans le football, beaucoup des gamins aujourd'hui, des gens de près de 30 ans, 40 ans, n'ont pas vu Mbappé l'épée. Mais moi, j'ai vu Mbappé l'épée, j'ai vu des gens comme Bete Isaac, mon coco de confiance, parce que ça, je cite des figures emblématiques du football camerounais. J'ai vu tout côté Jean-Pierre que certains n'ont même pas vu, mais qui a chevauché entre les Mbappé l'épée et les Mila. Oui. Voilà. Mais ils connaissent que Mila et tout et tout. D'accord. Mais alors, lorsque tu lui parlais du football, tu as même vu Pelé, ne fût-ce que par la cour. Alors, lorsque tu lui parlais du football, il te dit, ah, c'était les choses de votre époque. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
les personnes s'est créé un environnement qui est modélé par comment on peut dire, une dégradation morale. Hein? Parce que en fait, tout ce qui est moral aujourd'hui n'a pas de sens. N'a pas de sens. Et puis, ça fait évoluer la société comme ça. Parce que même la musique était quelque chose qui adoucissait les mœurs. Oui. La musique aujourd'hui, c'est quelque chose qui rend malade. On tape les batteries, les cymbales et tout, les gens chantaient dedans avec une guitare qui est acoustique et qui résonne d'une manière à ne pas permettre à ce que quelqu'un réfléchisse. Oui. Et puis il y a les téléphones portables, ça c'est l'apothéose. Alors on a atteint un niveau où je me demande à quel moment quelqu'un reste comme ça, il pense même qu'il vit encore. Parce qu'il voit les choses, je ne sais pas, où il joue, avec, il y a des jeux, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il voit sur le téléphone. Et comment le monde peut se développer aujourd'hui sur, si c'est comme ça que les choses vont continuer, où allons-nous? Voilà. D'accord. Professeur, pourquoi mangeons-nous 3 fois par jour? Je ne sais pas. Moi, je sais que je suis né au moment où la colonisation voulait vendre en Afrique, faire le commerce. Oui. C'était à l'époque où quand tu sais appeler sardine, c'est que tu parlais bien français. Hein? Oui. Le pain, non, tu as fini le français. Hein? La tomate, ouais. Les spaghettis, hein? Ça dit des choses de la boutique. Bon, alors là, le blanc t'embauche et tu transmets les messages parce que le but de l'école à l'époque se limitait essentiellement sur comment nous faire entrer dans leur commerce. Et c'est sur cette base-là qu'on est allé jusqu'à faire l'enseignement secondaire sur ce qu'on appelait à l'époque les longs crayons. Oui. C'est-à-dire que au lieu d'apprendre la menuiserie aux gens, d'apprendre à fabriquer les chaussures, d'apprendre des choses qui sont de nature à aider, on passait le temps à corriger le français aux gens. Tu parles mal français, on ne parle pas comme ça. Hein? Et les gens, à force de se retrouver dans cette situation, abandonnaient leur langue. D'accord. Ouais, parce que même à la maison, il fallait parler français avec les enfants pour que... D'accord. Pour revenir à... Oui. Pour revenir à ce que nous mangeons, pourquoi on mange 3 fois par jour? Non, mais je dis donc que nous mangeons 3 fois par jour parce que nous sommes devenus les Européens. C'est ce que j'essaie d'illustrer, les Français et tout. Oui. Le noir ne mangeait pas 3 fois par jour. Il se lève le matin et part au champ. Je parie que ça se passe encore dans nos régions parce que moi, lorsque je descends à Bafoussam le matin à 5 heures, je vois des gens habillés d'une certaine façon et ils n'ont pas le temps des gens, sauf si tu l'interpelles vraiment. Bon, où vas-tu? Il dit, je vais au champ. Il va manger à 7 heures? Non. À 5 heures, il est en train de parcourir une distance, prendre une distance qui va l'amener à ce qu'il soit là où il doit travailler avant 6h30 pour qu'il commence à travailler tôt. Il va prendre son repas vers 11 heures. Et ce repas, c'est quoi? Juste un casse-croûte. Juste un petit truc, de rien du tout. Et puis, il va s'installer pour quelques minutes seulement pour le faire. Et puis, il va continuer le travail. C'est après, c'est dans l'après-midi qu'il va manger. Et on mangeait 3 fois, alors comment? Et même ça aujourd'hui, c'est un problème du fait de voir qu'on mange 3 fois par jour, qu'il mange même au champ. Sinon, il peut rester au champ, prendre son déjeuner, pas le petit déjeuner, pour venir dîner le soir, donc manger vraiment un repas consistant parce qu'il a perdu de l'énergie. Alors, le déjeuner en question, c'est le petit déjeuner, c'est quelque chose juste pour tenir debout encore. Voilà. Donc, on ne mange pas 3 fois par jour, comme si les besoins de l'organisme en sont ainsi faits. Non, on mange 3
3 fois par jour, par gourmandise. Par gourmandise, moi quand je mange le matin, je sais que je fais le désordre. Hein? Parce que je n'ai pas faim le matin, mais je peux manger. Et quand on mange le matin, c'est comme on mange tard le soir. Les 2 périodes-là ne sont pas bien pour manger. Beaucoup de gens sont obèses à cause de ça. Beaucoup d'entre nous avons le gros ventre, hein, plein de caca au niveau du côlon, à cause du fait que tu n'évacues pas tout ce que tu mets dedans. Hein, tout ce qui est en train ne sort pas. Et là, tu n'es pas en train de te nourrir, tu es en train de t'empiffrer des choses qui vont détruire le fonctionnement de tes cellules. D'accord. Voilà. On va prendre la réflexion et on se retrouve juste après pour la suite. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne. Je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque. Les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Hein, on a eu même, quand on est dans les années 50, 60, les péplums sur l'Égypte. Comment elle est, Cléopâtre? C'est Elizabeth Taylor. Elle est toute blanche. Mais la réalité, c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici en Alsace. Je ne sais pas vous qui regardez Internet là. Mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya, qui coule dans un delta. Ce sont qui donnent la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Les pastèques que nous mangeons en été, ce sont les Égyptiens qui l'ont cultivé les premiers. À l'époque, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est la dernière puissance économique en tant que continent. Mais il n'en a pas toujours été de même. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. À l'époque, l'Afrique était une puissance militaire qui faisait trembler. À l'époque aussi, l'Afrique dominait le monde également par ses connaissances scientifiques. C'était de l'Afrique que venait toute la connaissance. Les Égyptiens ont été les premiers astronomes, ont été les premiers à jeter les bases de nos sciences modernes. Venait également de l'Afrique. C'était aussi une époque où l'Afrique accueillait les réfugiés.
Aujourd'hui, on pense que l'Afrique, c'est le pays qui envoie plutôt des réfugiés. Mais à l'époque, l'Afrique accueillait les réfugiés. La grande différence entre l'Afrique et nous, c'est que l'Afrique et les Africains sont concentrés et se focalisent sur les personnes, alors que nous nous focalisons sur les choses. Et le retour, souvent, quand je reviens du Sénégal et que je reviens en Europe, et ma femme a le même sentiment que moi, c'est le matérialisme qu'on retrouve ici, l'attachement passionné aux objets, aux choses. C'est quelque chose qui finit par nous blesser. Et je sais que c'est quelque chose pour tous les visiteurs africains et pour tous ceux qui sont ici qui les blessent. Parce qu'en Afrique, la première chose, la plus importante, c'est les personnes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je bénis Dieu que mes enfants soient élevés en Afrique. Je bénis Dieu. Vous savez, lors de notre premier retour, après 3 ans passés en Afrique, notre premier retour, on avait une petite fille, notre deuxième, Loïs. Elle était, je crois qu'elle avait 2 ans. Et quand elle venait ici en Alsace, elle passait son temps comme ça, à lever les mains. Quand elle voyait les gens, elle levait les 2 bras comme ça. Parce qu'elle savait qu'en Afrique, elle avait expérimenté que quand un enfant tend ses bras, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui soit de la famille ou pas, va prendre l'enfant dans les bras, dire une parole gentille, le consoler. Et elle était là en Europe, elle tendait ses bras comme ça, mais c'est pas la même chose ici. C'est pas la même chose. Grandir en Afrique, c'est grandir dans le continent le plus humain, le plus chaleureux, et pour moi le plus merveilleux qui se puisse être. Je remercie. Encore une fois ce matin, je profite de ce passage, je dis merci à l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus humain du monde. Alors bien sûr, chez nous, ça nous a apporté beaucoup. On a le développement, on a les machines, les voitures, on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, on a de l'argent en banque. Est-on plus heureux? Est-on plus heureux? On nous dit toujours qu'on cherche le bonheur. Et je partage quelque chose aussi avec vous ce matin, c'est que je trouve en moyenne que les Africains que je connais sont beaucoup plus heureux, même s'ils ne sont pas chrétiens, sont en moyenne beaucoup plus heureux que même beaucoup de chrétiens que je connais en Europe. C'est triste à dire, n'est-ce pas? Mais nous sommes tellement soucieux. Et si nous regardons bien d'où viennent la plupart de nos soucis, viennent souvent de questions matérielles. Questions d'argent, des questions de travail qui nous minent. Mais les Africains que je connais, même s'ils ont des situations beaucoup plus difficiles, ni sécurité sociale, pas beaucoup d'accès aux médicaments, compte en banque, la plupart du temps, rien du tout, mais heureux de vivre et reconnaissant pour les petites choses. Professeur Hermaniel Lipote, un commentaire? Il n'y a pas de commentaire. Hein. D'accord. Il faut que les gens de cette couleur de peau-là parlent aux Africains. D'accord. Parce que lui, il parle aux Européens, là. Mais moi, je fais parler ça aux Africains. Ok. Parce que quand nous écoutons ça on comprend que eux, au moins, certains d'entre eux reconnaissent que nous sommes aussi des êtres humains, pendant que nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons pas comme étant des êtres humains. Hein. Non, nous sommes des êtres grâce aux Blancs. Ça dit, sans eux, nous ne sommes rien. Il faut leur diplôme, il faut parler leur langue, il faut manger comme eux, il faut vivre, boire comme eux, tout pour être quelqu'un. Il faut prier Dieu comme ils ont demandé à ce qu'on prie Dieu. Sinon, tu n'es rien. Hein? Va à l'école, le petit noir que tu es, va à l'école, sinon tu ne seras rien. Et quelle école alors? Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, il est temps de lire vos différents messages. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est le SOS téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Est-ce que le karma peut être héréditaire? Mais le karma fait partie de la famille. C'est pourquoi, si ton père a tué les gens, tu as profité, arraché l'argent et tout, tu as profité de ça en grandissant. Il ne faut pas que tu sois étonné. On vous a nourri avec, on vous a payé l'école. Alors, c'est ça. Pourquoi mangeons-nous? Est-ce une nécessité?
Ben oui, nous mangeons parce que les cellules doivent vivre. Nous devons vivre. C'est pour ça que nous mangeons. Nous ne mangeons pas parce que nous avons l'argent pour manger. Non, nous mangeons parce que le fait de manger nous permet de vivre. Et ça veut dire que nous devons donc manger ce qui nous permet de vivre. C'est-à-dire que nous ne devons pas vivre pour manger, mais au contraire manger pour vivre. Donc nous devons recenser tout ce qui nous apporte la vie, c'est-à-dire ce dont le corps a besoin, hein, fondamentalement, que de manger des choses qui nous plaisent. Oui. Voilà. Parce que nous ne sommes pas sûrs que de ces choses existe la vie. Quand tu prends l'arachide grillé, tu plantes ça, rien ne va pousser. Mais l'arachide cuit, ça va pousser. Alors, si tu prends, c'est pas moi, des nourritures mortes, hein, les cadavres des animaux et tout, comme nourriture, alors tu obtiendras quoi à la fin? La mort. Voilà. Il faut manger la vie. Et la mort, c'est la maladie. Il faut manger quoi? La vie. La vie. D'accord. S'il vous plaît, professeur, comment guérir le karma familial du rejet? La prière peut-elle aboutir à cette guérison individuelle ou collective? Une approche de votre réponse nous aidera. Merci et bonne suite. C'est Junior Bessala depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Moi, je crois que la prière, c'est la passivité. Tu as fait quoi et qu'est-ce que tu attends comme solution? Tu as un problème. Mais le problème là est dû à quoi? C'est la question qu'il faut d'abord poser. Hein? C'est ça de faire comme les médecins. Le médecin, tu viens avec le mot de tête, paracétamol. Il ne veut pas savoir si tu ne digères pas ou tu as fait quoi. Paracétamol. Hein? Alors, paracétamol, c'est pour baisser le mal de tête. C'est analtalgique. Pour baisser la fièvre. Baisser la fièvre veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Le pourquoi tu as la fièvre, c'est ça qui veut dire quelque chose. Le pourquoi as-tu les maux de tête? Alors, maintenant, si tu as un problème, tu pries. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ça dit tout ce que le blanc est venu avec en Afrique. La colonisation, la néocolonisation nous a enfoncés. On ne se pose jamais les questions sur la base du pourquoi des choses. Non. On a quelque chose pour trouver la solution à ça. Et tellement récurrent que quand tu as un malade, tu as beau lui expliquer, il a une maladie, il a un pied diabétique, tu lui dis, si on fait ceci, on va zigouiller ton pied un peu, parce que avant d'arriver là, tes orteils sont déjà exposés, mais on ne va pas couper ton pied totalement. Et ça, il faut attendre que peut-être on agisse pour couper ton pied lorsque tu as guéri l'ensemble de ton corps. Au risque de couper ton pied, tu en meurs. Là, mais non, on met l'insuline, pam, 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 après, ça ne donne rien, l'évolution de la gangrène, du moins, l'évolution de ce que je peux dire, quoi. Un point qui est parti des orteils, Oui. ça gangrène, et puis ça monte, ça évolue, malgré les soins, et ça atteint un niveau où il n'y a aucune garantie. Il y a en haut l'œdème, il y a ceci, il y a cela, ça donne le pied malade, il est plus gros. Hein. À un moment donné, tu te retrouves dans une situation où la personne veut guérir tout de suite, où elle retourne à l'hôpital. Et dès qu'on coupe le pied, quand la personne meurt. Et on a un problème, nous qui travaillons, qui essayons d'aider les gens, c'est qu'on a quel problème souvent? On a un problème que quelqu'un te demande que l'argent qu'il t'a donné là, si tu peux lui rembourser ça. Mais pourtant, tu lui as dit que quand on va couper ton pied, tu vas mourir. Et il y a risque que tu meurs. Et il n'est pas demandé à celui qui a coupé son pied le lendemain, il est mort que gare. Mais je venais pour que tu coupes mon pied, je vive. Rembourse-moi. Rembourse-moi mon argent, l'argent que tu as pris pour couper mon pied, parce que, pour couper le pied de papa, parce que, ou de maman, parce qu'on est venu pour que tu coupes le pied et vive, pas pour qu'il meure. Non, ça ne se parlait pas. C'est comme si le noir a un problème. Manu Dibango disait, en son temps, par son âme, que le problème du noir, parfois, c'est lui-même. Lorsqu'il a eu un problème avec
les droits d'auteur, l'association de la société de droits d'auteur ici, il a dit parfois, les problèmes des Noirs, c'est lui-même. Mais alors lui-même comment? Il a été formaté. C'est ça. D'accord. Juste rappeler que les numéros qui sont affichés au bas de votre écran sont réservés aux SMS pour le moment. Les appels se font hors antenne. Depuis près de 2 ans, je demande à mes ancêtres de m'aider à tomber enceinte, mais je n'y arrive pas. Comment dois-je interpréter cela, s'il vous plaît? C'est Béa depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Bon, alors, il peut arriver que les ancêtres ne sont pas au courant de ta demande. Parce que peut-être tes ancêtres, c'est toi. Et du point de vue karmique, tu dois d'abord chercher à savoir pourquoi tu n'arrives pas à tomber enceinte. Et là, s'en suivra la réponse, qui viendra par le ressentir, par un message qui part de soi. Parce qu'en fait, je dis souvent, le siège de notre âme, moi, à mon petit avis, c'est le cœur qui nous parle. La tête est formatée, mais le cœur ne l'est pas. Alors, à vouloir écouter son cœur, hein, on peut se retrouver à avoir des messages qui expliquent pourquoi vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Et là, par la suite, ces messages vous expliquera ce qu'il faut faire. Parfois, c'est là mieux, beaucoup plus mieux de faire ce travail individuel, hein, et de manière répétitive, sous forme de méditation, on ne sait pas quoi. Et là, la solution sera plus sérieuse que de vouloir trouver la solution ailleurs. Ok. Bonsoir à tous, j'aime bien l'émission et je souhaite aux populations africaines de la suivre. Bonsoir, merci. Bonsoir professeur. On ne peut pas dire merci. Oui. Bonsoir professeur, merci beaucoup pour l'édification. J'aimerais beaucoup vous rencontrer, je m'appelle Linda, je suis à Yaoundé. Bon, Yaoundé, c'est une fois par mois, j'y viens. Oui. Tous les deuxièmes vendredis du mois, j'ai dit deuxième vendredi du mois. Bon, donc peut-être que le 13 ou le 14, je ne sais pas, de ce mois-ci, je serai à Yaoundé. En dehors de ça, bon, les personnes peuvent appeler hors antenne s'ils veulent échanger. Je suis à Douala, c'est là où je réside, la capitale économique du Cameroun, pour ceux qui nous suivent hors de l'Afrique ou hors du Cameroun. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre éclairage. Que dire donc de la miséricorde de Dieu en Jésus qui a tout payé sur la croix? Comment faire pour vous rencontrer, professeur? Ah, mais la miséricorde de Jésus et me rencontrer, je ne sais pas à quoi ça ressemble, les deux choses. Bon, moi, je ne crois pas à la miséricorde de Jésus ou de Dieu. Parce que c'est des choses qu'on est venu nous dire. Parce que je ne veux pas mâcher les mots simplement parce que je veux plaire. Non. C'est des choses qu'on est venu nous dire. Et ceux qui sont venus nous dire sont venus avec les armes. Et ce n'était pas des... C'était des civilisateurs. C'est-à-dire ils sont venus nous civiliser. Bon, alors, maintenant, des gens qui sont méchants, peuvent-ils civiliser les gens comment? C'est ça, c'est des questions qui ne se comprennent pas. On a suivi l'intervenant de tout à l'heure qui expliquait que l'Afrique, c'est un continent des gens qui aiment les gens. Mais les gens méchants qui sont venus nous apprendre Dieu, jusqu'à nous parler de Dieu miséricorde, mais qui n'a jamais été miséricordieux pour nous. Hein, avec toutes les guerres, avec toute l'exploitation de l'homme par l'homme, avec l'exploration de l'Afrique barbare et tout, avec, c'est pas moi comment qualifier tout cela, la colonisation, la néocolonisation, comment qualifier ça? Comment qualifier que les gens ne vous donnent même pas l'occasion de vivre vos traditions, hein? Votre identité. Vous changez d'identité parce qu'il faut paraître. Alors, comment expliquer ça? Que ces gens-là, ils nous ont apporté un Dieu miséricordieux. Ah non, il faut aller dire ça à l'église. Voilà. Ok, bonsoir et respect à vous. S'il vous plaît, pouvez-vous me confirmer qu'on peut faire des pratiques
occultes par téléphone. Merci et bonne émission. C'est Boris Tsakin depuis PK21 qui envoie ce message. Les pratiques mystiques, Occultes par occultes ou téléphone. quoi, il y a des guérisons à distance. Ça fait partie de ce que quelqu'un d'autre va trouver que c'est mystique ou occulte. Donc il y a des guérisons à distance, il y a la voyance à distance. Il y a des gens, il est au bout du monde et il m'envoie un cas. J'essaie de l'étudier et je lui renvoie la réponse. Il est content. Et il en est ainsi avec beaucoup de gens qui font les mêmes travaux, qui font les recherches comme nous autres. Voilà. Ok. S'il vous plaît, pouvons-nous payer nos dettes karmiques? C'est Serge depuis Village qui nous envoie ce message. Mais nous les payons. Quand on a des diplômes, on ne travaille pas. C'est qu'on paye la dette karmique. Quand on a un mari, on n'a pas d'enfant. Ou bien quand on veut se marier, on n'a jamais d'homme sérieux qui se présente. C'est toujours des messieurs jongleurs. Bon, c'est qu'on a quelque chose de karmique à payer. Hein? Quand on mange même beaucoup, jusqu'à en devenir malade, c'est une dette karmique. D'accord. Ouais. C'est pas toujours de bonnes choses. Il y a de mauvaises choses qui sont classées dans la dette karmique. Papa, bonsoir. J'aimerais beaucoup vous rencontrer car j'ai beaucoup de poisses dans ma vie. Je m'appelle Aloïs. Là, vous appelez hors antenne à ces numéros et puis on comprend d'abord pourquoi vous voulez me rencontrer parce que je ne suis pas un faiseur de miracles. Comment faire pour arrêter la masturbation, professeur Emmanuel Lipote? Alors cette question me dépasse à répondre souvent. Je sais seulement qu'on fait la même chose comme quand on ne veut plus fumer. Ou bien on ne veut plus boire. C'est la même chose. Parce que c'est des sensations qu'on a et qu'on peut s'en priver si on tient à le faire. D'accord. J'ai 77 ans. Ça fait 35 ans que je suis mariée. Patriarche, ma femme m'a quittée, ça fait 2 jours. Je suis très triste. Je vous assure, je suis très triste. S'il vous plaît, que me conseillez-vous? Je vous conseille de ne pas faire comme un monsieur, il a perdu sa voiture. J'ai vu quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas si c'est du fake news. Il a voulu tomber dans l'eau parce que sa voiture a pris feu. Bon, comme s'il ne pourra plus jamais acheter la voiture de sa vie. Alors de même, quand tu n'as pas une bonne affinité avec une personne, il ne faut pas dire que cette personne s'est abusée de toi. Non. C'est que le temps que vous aviez été ensemble, karmiquement parlant, a atteint le point butoir. Et là, vous pouvez vous séparer. Et la séparation étant triste, ne l'est pas de deux côtés. Celui qui quitte n'a pas de mal par rapport à celui qui est quitté. Alors donc, il faut se dire que la personne qui te quitte n'était pas ta personne. Et rester tranquille. Une autre personne qui sera ta personne viendra. Mais lorsque tu te fonds en larmes, lorsque tu as envie de te venger, lorsque tu commences à prier, hein, que Dieu fasse l'impossible, comme si Dieu ne savait pas que la personne allait partir, et que ta prière vient secouer Dieu, que me réveille-toi, souviens-toi, tu vois que la personne est partie. Et comment tu dors toujours? Alors, j'entends souvent dire que j'ai prié, ma femme est revenue, bon. Donc, il faut prier, il n'y a pas de problème. Donc, mais moi, je dis, il faut toujours dire que les affinités n'étant pas bonnes, si c'est un coup de foudre, ça finit par ne plus continuer comme ça. Bon, alors, ou à défaut, il faut se dire que la vie est rythmique. Il y a une femme qui part, croyant que le bonheur est quelque part, ou un homme qui part vers une femme, croyant que celle-là est modèle, et fait marche arrière pour venir et faire le mea culpa, demander pardon. Donc, il faut toujours rester positif. Il n'y a rien qui va se passer qui ne soit pas nécessaire pour ta vie. Tout ce qui se passe, disons-nous que c'est nécessaire pour notre vie. Et comme ça, nous allons comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Et
contre nous ou pour nous. Voilà. D'accord. Je suis un jeune téléspectateur de 22 ans. J'aimerais savoir comment améliorer sa qualité de vie et l'environnement qui est tout autour. En commençant par améliorer son alimentation. Comme ça, on a une bonne circulation du sang. Et on a un bon état d'esprit. Et on a de bonnes vibrations qui attirent plutôt ce qui est bien et repoussent ce qui n'est pas bien. Voilà. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir si un mort et un vivant peuvent être en communication. Oui. Et comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle un phénomène médiumique. D'accord. Voilà. Les médiums font bien ce travail lorsque tu peux tomber sur quelqu'un de professionnel. Vous allez communiquer avec celui qui est supposé mort. Parce que on a toujours pensé que les fantômes existaient. Et bien évidemment, les fantômes peuvent être du domaine du double éthérique. Voilà. Papa, bonsoir. S'il vous plaît, comment faire pour aider ma grand-mère de 65 ans? Elle souffre beaucoup de diabète. S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Raoul. Alors là, on appelle hors antenne, si on peut donner des conseils, ne serait-ce qu'alimentaires, en tenant compte de son âge et de son tempérament, ainsi que de son environnement. Parce qu'il y a des enfants, il y a quelques années, t'écoutaient. Aujourd'hui, c'est toi qui dois l'écouter. Et ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas de sa faute. Parce que, prenons l'exemple d'un enfant de jardin d'enfants qui part à l'école, le maître dit le tête. À la maison, il commence à dire le tête. Sa mère dit, on ne dit pas le tête. Il ramène sa mère à comprendre que la maîtresse a dit qu'on dit le tête et que sa mère ne sait rien. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as laissé ta responsabilité entre les mains de quelqu'un qui ne sait rien. Les Noirs ont laissé les responsabilités entre les mains des Blancs qui ne savent rien, à façonner une société et à diligenter les idées vers un commerce de médicaments et tout. Donc quand tu es malade, il faut boire le médicament. Ton enfant, un médecin, n'admettra pas que tu n'en boives pas. C'est toi qui l'as amené à être médecin. C'est pas de sa faute. Ta femme infirmière, même chose. D'accord. Voilà. Donc, l'Afrique n'a plus rien aujourd'hui. Le Blanc peut boire le médicament, on s'en fout parce qu'il n'a pas de tradition. Lui, il ne vit pas dans une tradition donnée. Mais nous, on quitte nos traditions pour entrer dans des choses hybrides qui ne nous apportent rien parce qu'on n'a même pas vu comment ça apporter quelque chose à ceux qui viennent avec ça ici. Ça ne les donne rien eux-mêmes. Ils n'ont rien derrière ça. Vaccination, rien n'en sort. Les canicules sont toujours là, les grippes saisonnières, chaque année, quand il fait chaud. On ne voit pas de réponses. Si les réponses étaient sur des médicaments, certains pays comme la France et les États-Unis n'auraient plus de malades. Parce qu'on va à l'hôpital, pourquoi? Pour la santé. On ne va pas pour calmer le mal. Au départ, c'est après qu'on comprend qu'on est dans une situation d'un mal incurable. Oui. Et qu'on ne pourra jamais guérir. Et puis on fait avec. D'accord. Pour mourir à petit feu. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur Herman Yeglipot. J'ai 25 ans. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai un problème avec ma libido. Bon, on va en parler hors antenne. Peut-être une astuce, professeur? Ah, mais non, je ne sais pas puisqu'on parle d'alimentation, qu'est-ce que cette personne peut manger pour non, que... Non, les personnes qui ont les problèmes de libido sont essentiellement friandises. Essentiellement, en dehors de quelque chose d'hérédité, quelque chose qui soit héréditaire. D'accord. Bon, alors maintenant, quand tu manges que les spaghettis, les œufs non fécondés, tu bois les sucreries qu'on appelle les jus et tout. Alors, si ça te prend du côté hyperactivité sexuelle, c'est ça le problème des libido. Parce que l'hyperactivité, on rencontre ça dans les E100, dans les E102, les E110, les E124. Les E, ça, c'est les additifs alimentaires qui sont en fait des colorants. Oui. Qu'on mélange avec du sucre pour vendre sous prétexte que c'est des jus.
qu'est-ce que cette personne peut manger? Non, la personne Peut-être doit d'abord la- abandonner. Non, D'accord. elle ne peut pas. Moi, je ne peux pas donner une réponse. Non, non, je C'est parle bête. de nourriture, hein, Non, professeur. Peut-être non, de la c'est bête, patate. c'est bête. La personne ne peut que manger désormais des choses après avoir fait une cure de détox. Tu ne D'accord. peux pas partir d'une situation de dégâts presque généralisés à une situation du bien-être instantanément. Non. Il faut quand même une période transitoire entre ce que tu dois manger maintenant, Oui. désormais, ce qui va prendre du temps. Si tu es dans une émission, tu donnes une recette. Après, quelqu'un mange, ça ne donne pas. Il nous écrit ici prochainement que vous êtes des imposteurs. Tu vas expliquer ça Non, comment? non, non, professeur. Non, je t'explique. Pourquoi moi, souvent, je préfère qu'on dise que je dis d'appeler hors antenne pour truander l'esprit des gens. Non. On ne peut pas faire du diagnostic de quoi que ce soit. De la même manière qu'à l'hôpital. Nous, on nous consulte. C'est-à-dire, les gens viennent vers nous, expliquer leurs problèmes, on les écoute. D'accord. Et puis maintenant, on peut voir dans ce qu'ils expliquent, ce qu'à notre niveau, notre petit niveau, hein, on peut les conseiller. D'accord. Le médecin, il a un haut niveau, il a fini l'école. Hein, à peine tu as dit que le nez fait ceci, qu'il a déjà prescrit un truc. Mais ce n'est pas la même chose avec nous. Nous, on est des minables gens qui ne servent à rien dans la société, D'accord. mais que par moment, certaines personnes qui perdent le nord se retrouvent vers nous parce que parfois on les a chassés là-bas, vous avez tout mis comme croyance. Ils croyaient trop à ce qu'ils faisaient avec ces gens-là. Et maintenant on leur dit, vous êtes condamnés à aller attendre. Bon, ils se retrouvent vers nous en pleurant. D'accord. Je dis, nous autres au quartier, nous les quartiers-arts, nous les gens, Les petits gens. les petits gens. D'accord. Voilà. Vous, les petits gens, professeur, Ouais, ouais. c'est vous qui avez dit, hein, c'est pas Ah, moi. mais oui. Est-ce que c'est bien de manger de la patate crue, du manioc cru, des sésames? Alors, je crois que le manioc cru, oui. La patate crue, oui. Les sésames Bon, également? mais le problème, c'est du cru, là. Il faut l'étudier. Bon, donc je ne veux pas parler des choses que je n'ai pas étudiées. En tout cas, quand on était au village... Parce que si tu prends, par exemple, les pommes de terre crues, Oui. les petites pommes de terre crues, ça améliore le fonctionnement de ton estomac. Oui. Hein? Donc on peut en prendre sous forme de salades. Quand on dit salade, c'est-à-dire un Avec mélange- la peau? Oui, avec des crudités, bon, un mélange Avec- de crudités, avec la peau. D'accord. On coupe ça en lamelles, on mélange. Bon, mais seulement il ne faut pas associer ça à certaines choses hein, qui peuvent être pas amis. Par exemple, quand on prend certains... Bon, de toute façon, on va préparer ça. Quand on allait au village passer les vacances, professeur, Parce que, il arrivait qu'on mange de la patate crue, hein? Hein? oui, En la robe de patate champ. crue, les manioc. pommes de terre et crues, et tout ça, sans les laver en fait. Et même, hein? Oui, oui, et c'était très bon. Voilà. Et ça ne tuait personne. Du tout, C'était d'ailleurs de quoi se vacciner. professeur. Oui, contre les microbes. Ben oui. D'accord. Bonsoir, professeur. J'aimerais savoir comment faire pour vous rencontrer. Je suis un jeune garçon de 35 ans, toujours au chômage. À chaque fois que je dépose les demandes, on m'appelle, on me fait passer des entretiens, je commence et par la suite, je suis toujours renvoyée. Bon, alors, la personne va appeler hors antenne. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire là maintenant. Bon, j'espère qu'on aura la matière à échanger et qui permettra à ce que, voilà. D'accord. Y a-t-il une malédiction qui s'ensuit lorsqu'on vend les biens immobiliers des parents? Il y a toujours une malédiction lorsqu'on vend des choses qu'on n'a pas eues. Par exemple, un enfant qui vole à son père et il ruine son père. Mais son père ne sait pas. Et qui grandit après la mort de son père à insulter son père qui n'a rien investi dans la vie, il n'a fait que faire des choses qui n'allaient pas et tout. Et sans regretter les actes qu'il a posés, moi j'en ai connu comme ça. Ben, ces enfants-là ne sont pas souvent bien. Hein? Et ils vivotent.
Parce que, en fait, parfois, ils ont des opportunités, mais ils ne les saisissent pas. Bon. Et quand, au soir de leur vie, les choses vont aller mal, là, on va crier aux sorciers. Hein. D'accord. Voilà. Comment faire pour briller son étoile dans les affaires, enlever la malchance? Alors, faire briller son étoile dans les affaires et enlever la malchance, ça c'est des choses qui ne cadrent pas avec moi. Comme pour donner une réponse de comment faire. Ça cadre avec moi pour savoir si votre étoile se situe à quel niveau. D'où la voyance. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Hein. Il faut savoir s'il y a un problème, la cause de ce problème-là. Alors, avant de dire, bon, voilà, ce qu'on aura comme solution ou qu'on va proposer comme solution à ces problèmes. D'accord. Merci, Patriarche, pour toutes ces bonnes réponses. J'ai 42 ans, je ne suis pas mariée. Actuellement, j'ai 3 prétendants. J'aimerais savoir comment faire le bon choix. Le bon choix, c'est qu'on va prendre les 3 prétendants en affinité. L'affinité consistant à prendre votre date de naissance, exacte, et la date de naissance exacte de chacun de ces 3 prétendants, ainsi que leur nom complet. La première année de rencontre, je ne parle pas des rencontres du point de vue intime, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, mais du point de vue drague. La première année où la personne commence à s'intéresser à vous, Oui. et tout ça, on prend ça en compte. D'accord. Avec ces coordonnées, avec ces éléments-là, on peut trouver la matière à expliquer la chose par rapport à si ça doit aller ou ça ne doit pas marcher. D'accord. Je suis un jeune téléspectateur de 27 ans. J'ai un véritable problème. Je n'arrive pas à gérer mes finances car chaque fois que j'ai un projet en tête, je ne sais pas par quel miracle je dépense l'argent sur autre chose qui n'a aucun rapport. S'il vous plaît, aidez-moi, professeur. C'est Landry depuis Missoké. Bon, on va parler de ça en antenne, Landry. Pour le moment, je ne sais pas comment vous aider. On va parler de ça en antenne. Patriarche, une astuce peut-être pour soigner le pied diabétique de mon grand-père? Non. Je n'en ai pas. Voilà. D'accord. Professeur, merci pour votre édification. S'il vous plaît, que dire de la création et de tout ce qui nous entoure, qui a créé tout ça? C'est Dylan depuis Makepe qui nous envoie ce message. Bon, la création, c'est que l'homme veut savoir les choses. Hein. Mais ce n'est pas en posant des questions comme ça qu'on aura la réponse à ces choses-là. Parce qu'il peut s'avérer que moi-même, je ne connais rien de ça. Hein. Chacun d'émission aussi, le slogan de cette émission, c'est « Entre Dieu et vous, il n'y a pas d'intermédiaire ». Ça, c'est le slogan de cette émission. Bon, alors, vous voulez connaître Dieu, l'univers, la création et tout, vous connaîtrez. Moi, je connais les choses comme je connais. Mais je ne suis pas sûr que cela peut être utile à tout le monde. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire jusque-là, c'est faire la part des choses. Voilà. Pour susciter la curiosité. Et que c'est grâce à cette curiosité-là que les gens vont, du moins, avoir la possibilité de développer en eux le pouvoir qui les a franchis. Parce qu'en fait, nous sommes des divins, les fils du Très-Haut. Alors, maintenant, le côté divin en nous doit être entretenu. D'accord. Parce que le soufflet de vie n'est pas que le souffle. Le soufflet de vie, c'est une force de vie. Et la vie, elle est vivante, ne meurt jamais. La mort n'existe pas dans la vie. La mort n'existe pas en tant que telle. Mais le changement de vie seul existe. Alors, maintenant, lorsque tu quittes le corps, on voit la dépouille, on dit que tu es mort. Mais le corps physique était comme un habit.
tu n'es plus là, tu es parti. D'accord. Alors donc, on doit étudier ces choses-là par nous-mêmes. Ou alors avoir envie de les étudier D'accord. afin de trouver des guides. Ce n'est pas que quelqu'un va venir t'expliquer Dieu. Lui, il a vu Dieu. Ah, Bonjour professeur, j'ai perdu ma fiancée tragiquement. Est-ce karma et que faire? J'ai 35 ans, elle en avait 31. J'ai très mal. Que faire? La douleur est grande et profonde. bon, disons, je peux dire quelque chose qui soit un peu sévère. Considérer que la personne, sa mission était terminée et qu'elle est appelée maintenant à aller accomplir sa mission ailleurs ou bien attendre pour revenir continuer. Alors, la vie avec cette personne, karmiquement, n'était que pour ce nombre d'années que vous avez eu à vivre ensemble, en attendant que, karmiquement, vous vous retrouvez, je m'adresse à la personne, quoi, qu'elle se retrouve, la personne qui vient de faire le message, qu'elle se retrouve avec quelqu'un d'autre, ou qu'elle se retrouve d'abord, disons, en stand-by, en attendant de trouver quelqu'un d'autre. Et là, c'est le temps de vivre la chose comme si c'est une expérience vécue, et que là maintenant, il faut réfléchir pourquoi cette expérience-là a été si amère. Que de commencer à pleurer, à faire des choses. Non, il faut se poser la question que cette expérience avait quel sens pour ma vie. Voilà. D'accord. Mon fils de 21 ans urine au lit comme son père. Que faire? C'est Marie depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. C'est que le système nerveux n'a pas été bien implémenté. Ne s'est pas bien implémenté, c'est tout. Le neurosis, ça veut dire, ou l'incontinence nocturne, ça veut dire que le dysfonctionnement du système nerveux. Oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour... On doit d'abord comprendre ça, comment ça a perduré, parce que c'est pour les enfants. Si ça a perduré, ça veut dire que le mode de vie adopté n'a pas permis à ce que l'implémentation du système nerveux se fasse normalement. D'accord. Est-ce que le gombo frais peut aider dans ce cas? Ça peut aider une personne par l'autre. C'est pourquoi les recettes ne sont pas gentilles. Ça peut aider une personne, mais ça n'aide pas l'autre. Il y a même des petits animaux aquatiques qui sont comme les insectes qu'on boit, qu'on mange souvent pour arrêter tout ça. Voilà. Ok, je pense qu'elle peut appeler hors antenne pour en savoir plus. Professeur Herman Yaglipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Alors, disons que nous allons parler du mal et du bien. La prochaine édition, comme ça maintenant je commence à programmer les thèmes Oui. par rapport à la réincarnation. Voilà. D'accord. Ça sera tout. Oui, oui. Merci. Merci bon, pour les gens qui ont suivi. Bon, hier, on a dit à Suite FM que j'allais à Yaoundé cette semaine. Je ne vais pas à Yaoundé cette semaine. C'est tous les deuxièmes vendredis de chaque mois que je peux me retrouver à Yaoundé. D'accord. Voilà. Ne vous dérangez pas à vouloir me rencontrer cette semaine, s'il vous plaît, mes amis. D'accord. Merci beaucoup, professeur Herman Yaglipote. Chers téléspectateurs, nous avons passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.